Le balado est présenté par Louis Belzile, courtier immobilier chez Royal Lepage Blanc et Noir. Il fait partie du top 10 des courtiers Royal Lepage Québec. C'est plus de 900 propriétés vendues. Puis, il offre un service exceptionnel. Il est très disponible. Il va vous offrir un service personnalisé. J'ai moi-même acheté et vendu plusieurs propriétés avec lui. Donc, je vous le recommande fortement. Vous pouvez le contacter au www.belzileimmobilier.com. Pour discuter du lien entre l'alimentation et les hormones féminines, je reçois aujourd'hui Vanessa Daigle. Allô, Vanessa? Allô? J'ai fait un épisode préalable avec Andréane Martin pour parler du microbiote avec la santé générale de la femme. Mais aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur plus les liens là, directement avec les hormones féminines. Fait qu'on va reparler de microbiote, mais aussi de tous les aspects là, de l'alimentation qui peuvent influencer les hormones au féminin. Je te laisse te présenter en premier pour nous dire qui tu es. Ah, ben, d'abord, merci pour, l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, d'être ici aujourd'hui pour parler du fascinant sujet qui est, la santé hormonale féminine et son lien avec, l'alimentation. Donc, je m'appelle Vanessa Daigle, je suis nutritionniste, 100 en fait, j'allais dire 100 autonome, mais j'ai fait un switch dernièrement. Je suis plus travailleur autonome, là. J'ai vraiment mon entreprise, puis j'ai des magnifiques nutritionnistes qui travaillent aussi également avec moi. L'entreprise qui est 100 en ligne. Donc, ce qu'on fait, bien évidemment, on fait de la consultation privée, là, du one-on-one qui se fait vraiment là, via Zoom, fait que via des rencontres virtuelles. Ça fait plus de 5 ans que je fais des rencontres virtuelles, en fait, depuis la pandémie. Puis honnêtement, ça fonctionne vraiment super bien en nutrition. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais au-delà de ça, moi, je fais encore un petit peu de clinique. Là. Je prends encore quelques clients, mais je suis une passionnée. Donc, étant passionnée, j'aime avoir des projets. J'aime aussi partager ma passion à plus grande échelle via les médias traditionnels ou les médias sociaux. Donc, je suis engagée dans plusieurs choses. Là, j'ai un programme en ligne qui s'appelle «Qu'est-ce qu'on mange cette semaine?» qui est un programme qui est beaucoup plus culinaire, là, dans lequel je travaille avec une créatrice culinaire. Et puis ça fait 3 ans là, qu'on a ça ensemble. Puis je l'ai comme moins aligné avec le reste de ma pratique qui est vraiment en train de se diriger vers la santé hormonale. Mais je suis une foodie dans la vie. J'adore cuisiner, j'aime la bouffe. Fait qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans qui me rejoint puis qui me fait du bien. Fait que je le garde, ce petit projet-là, même s'il est moins aligné avec le reste. Puis sinon, ben, c'est ça, il y a environ 3 ans, j'ai décidé de, foncer dans le fascinant sujet de la santé hormonale féminine parce que souvent, ce qu'on entend, tu sais, quand on entend l'histoire des gens, c'est comme: «Ah, ben, moi, j'avais tel problème, puis je trouvais pas des solutions. Fait que là, j'ai fouillé, 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 puis tu sais, j'ai envie de partager ce que j'ai trouvé comme aux autres». Moi, ça me vient pas de moi, en fait. J'ai pas de problème spécifique en lien avec, mon équilibre hormonal, mais ça venait beaucoup des clientes qui avaient des questions, puis qui avaient pas de réponse, puis qui trouvaient pas nécessairement des solutions dans la médecine, traditionnelle actuelle, tu sais. Donc, je me suis dit puis on voyait beaucoup, tu sais, plus au niveau des coachs, des naturaux, tu sais, des gens qui se prononçaient à ce sujet-là. Puis j'étais comme: «Mon Dieu, tu sais, il faut comprendre notre place comme nutritionniste». Mais on avait très peu de formation à l'université par rapport à ça. Puis je me suis dit: «C'est sûr qu'il y a de la littérature, c'est sûr qu'il y a des choses à savoir». Fait que je me suis formée, là, je suis très autodidacte, puis je suis très curieuse dans la vie. Fait que, tu sais, je suis allée chercher, des formations, sur le web. J'ai beaucoup de lectures de littérature aussi. Puis des discussions aussi avec des professionnels qualifiés, notamment Manon Charlebois, là, qui est entrée dans ma vie, dans les dernières années. Donc Manon Charlebois, c'est une gynécologue avec qui j'ai eu le bonheur d'écrire le livre, «Hormones et alimentation, les fondements de la santé féminine». Oui, je vais juste le montrer parce qu'il est vraiment super beau, là, tu sais, Oui. ça. Fait que moi, je l'ai lu puis, tu sais, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est une bible d'informations par rapport à la santé hormonale. Tu sais, vous expliquez vraiment bien, c'est très bien vulgarisé. Je pense que c'est accessible à tous, là, toutes. Mmh. Fait que, tu sais, vous expliquez, entre autres, c'est quoi le cycle menstruel, c'est quoi l'impact des hormones dans la vie, dans la qualité de vie des femmes. Mais là, après ça, c'est ça, il y a vraiment un volet que vous faites des liens avec l'alimentation. Je te Mmh. laisse continuer de te présenter, puis c'est ça, ça va être le sujet principal aujourd'hui là, de notre épisode ensemble.
Ouais, parfait. Ben, j'avais presque fini dans le fond. Peut-être la dernière chose qui est à mentionner, c'est que justement de ce livre-là a émergé un balado, qui est du même nom en fait, Hormones et alimentation là, dans lequel, je suis co-hôte avec, docteur, Charlevoix. Et puis on essaie de répondre aux questions que les femmes se posent et l'objectif était vraiment de démocratiser l'accès à l'information en lien avec la santé hormonale féminine parce que malheureusement, je dois dire que Manon déteste quand je dis ça, mais malheureusement, j'ai l'impression que plusieurs personnes doivent se tourner vers le privé pour avoir des réponses. Puis le privé n'est pas accessible à tous. Donc, plus on en parle, plus ça donne accès à tous. Oui, Euh, puis je pense qu'on entend vraiment beaucoup ce discours-là. Tu sais, moi aussi, comme professionnelle de la santé, là, j'ai beaucoup de patientes aussi qui me disent qu'ils ont dû se tourner vers le privé. Mhm. Un des objectifs de mon balado, c'est entre autres ça, là, c'est de voir pourquoi, il y a autant de discordance entre le privé et le public, là. Fait que Mhm. je pense que c'est ça, docteur Charlebois, peut-être que ça scille dans les oreilles, mais en même Ouais, temps, j'aime pas ça. non, c'est ça, sauf qu'en même temps, on a un peu tout le même feedback, fait que je me dis que c'est pas, des cas isolés non plus. Mhm. Donc pour commencer, là, ben, c'est ça. Le but, c'est vraiment, tu sais, on entend de plus en plus parler là, dans les dernières années de l'importance des hormones féminines, dans la régulation des différents systèmes, dans la qualité de vie, dans le sommeil. Donc, j'ai envie qu'on fasse un tour d'horizon ensemble aujourd'hui pour parler de ça. Euh, En premier, on va faire un petit, genre de quiz, le mythe et réalité, là. Fait que tu me diras, c'est quoi, de ton point de vue nutritionniste sur, différents, sujets qu'on entend souvent dans la culture populaire, entre autres, là, les fameux cravings, là, lors du SPM. Fait que le SPM, juste pour, préciser, c'est le syndrome prémenstruel. Ça vient dans la phase lutéale, donc la deuxième phase, du cycle menstruel. Tu sais, chez la femme, on a 3 hormones principales. Les hormones sexuelles, c'est testostérone, estrogène et progestérone. La testostérone, on en a en moindre quantité que les hommes, mais il y a des fluctuations de ces 3 hormones-là, entre autres durant le cycle menstruel. Puis quand on arrive à la phase lutéale, donc avant d'avoir les saignements, bien là, il y a vraiment comme des niveaux d'hormones qui sont assez bas. Est-ce que de ce que tu connais dans la littérature, il y a vraiment une explication au fameux craving, là, fait que le goût de sucre, de gras quand on est sur le bord d'avoir nos règles. 100%. Hem, en fait, si on cherche spécifiquement dans la littérature, tu sais, SPM, craving, tu sais, ça va être difficile de trouver. Par contre, si on s'intéresse plus spécifiquement à l'action des hormones puis à qu'est-ce qui se passe au niveau du fameux SPM, donc justement la semaine avant nos règles, ben on comprend, que c'est très bien documenté dans le fond pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, puis il y a vraiment une logique derrière. Donc tu mentionnais le fait qu'il y avait des fluctuations. Une des fluctuations qu'on va vraiment ressentir en SPM, dans le fond, c'est la baisse à la fois de la progestérone, mais de l'estrogène. Puis la baisse de l'estrogène, tu sais, s'accompagne quand même d'une augmentation de l'appétit, d'une part. Tu sais, l'estrogène, on l'appelle un peu l'hormone coupe-faim, là. Là, j'aime pas ça dire ça parce que là, le monde va être comme: «Hey, je veux plus de ça». Ouais, c'est bon, tout aller chercher une prescription. L'estomac aussi, ce n'est pas une bonne raison pour prendre de l'estrogène, mais dans le fond, ce qui fait en sorte que quand elle diminue, donc elle chute, tu sais, on a 2 pics d'estrogène, là, dans notre cycle, donc un à l'ovulation, puis un peut-être un genre de quelques jours, là, ben, un genre de 7 jours, là, avant, nos règles. Fait qu'après ça va chuter, fait que ça fait en sorte qu'on a plus d'appétit. Les femmes qui mangent de manière très intuitive, donc vont écouter cette, intuition-là, puis vont naturellement manger un petit peu plus. Tu sais, moi, je dis souvent, honnêtement, je pourrais savoir que je vais être dans mes règles. Tu sais, j'ai pas des symptômes très francs, là, mettons, au niveau de la poitrine, au niveau du ventre ou des maux de tête, et cetera. Des fois, des maux de tête, là, mais bref, de la manière que je mange. Genre, je suis comme: «Ben, voyons que j'ai encore faim». Puis, tu sais, je le ressens, c'est physique, là. C'est pas genre j'ai envie de manger, c'est vraiment j'ai encore faim, tu sais. Fait que là, je suis comme: «Ah, c'est sûr, je vais être dans mes règles», tu sais. Je le ressens vraiment. Sauf que si justement on a un désir de perdre de poids, ce qui est quand même en lien avec plusieurs femmes, là, je pense que c'est 80% des femmes qui ont le désir de perdre de poids, ben des fois, logiquement, tu sais, rationnellement, on essaie de contrôler cette faim-là. Fait qu'on se dit, ben, Colin, pourquoi j'ai faim? Je devrais pas avoir faim, là. J'ai bien soupé. Fait qu'on on mange pas. Puis si on n'écoute pas notre faim, puis on n'écoute pas notre faim, puis on n'écoute pas notre faim, ben, ça peut finir par occasionner des cravings parce que notre corps va crier de plus en plus fort.
Fait qu'il y a ça. L'autre chose aussi, c'est que l'estrogène elle amène un effet protecteur, donc elle permet de mieux réguler les glycémies, tu sais, elle rend ça plus facile, donc on a une meilleure, on deal mieux avec les glucides, dans le fond, quand on a un petit peu plus d'estrogène. Justement, la ménopause, quand on parle d'estrogène, tu sais, c'est vraiment un facteur de risque pour, la résistance à l'insuline. Donc, si on est plus sensible un peu à la consommation des glucides en SPM, puis que justement on a des rages de sucre en plus, ben là, on mange plus sucré ou puis tu sais, qu'on mange plus sucré ou pas, dans le fond, le sucre est moins bien géré dans cette phase-là. Puis, si on mange du sucre, dans le fond, notre glycémie augmente, elle redescend plus rapidement. Puis, quand elle redescend plus rapidement, ben c'est là que notre corps nous envoie des signaux pour dire: «Hey, la glycémie, elle drop, là, donc donne-moi du fuel». Puis le fuel qui permet le plus de remonter la glycémie, dans le fond, c'est le sucre, les glucides. Fait qu'on va avoir des cravings de sucre. Il y a ça. Et finalement, donc c'est très cumulatif, là, tu vas voir tout ça mis ensemble, tu sais, on peut se dire: «Ouais, c'est normal effectivement que j'aie des cravings de sucre», mais c'est les symptômes psychologiques qui sont associés à ce fameux SPM. Donc, est-ce qu'on a des mauvaises nuits de sommeil? Donc, on sait très bien que le sommeil est en lien avec nos choix alimentaires, tu sais, qui va nous amener à manger, davantage, à avoir plus envie de glucides, à avoir moins envie de cuisiner aussi, puis moins de, tu sais, moi je dis toujours, on est un peu en mode fuck off, là, dans le sens que, tu sais: «Ah fuck off, là, genre je vais le manger cette affaire-là, genre j'en ai envie», tu sais? Fait qu'on est moins alignés peut-être avec nos intentions parce qu'on est plus fatigué, on est irritable, justement la fatigue, qu'on ait des bonnes nuits de sommeil ou pas, tu sais, c'est une période où on peut se sentir plus fatigué, on a plus besoin de réconfort aussi, fait que, tu sais, comfort food. Puis savais-tu d'ailleurs qu'il y a même, la littérature qui a démontré que, les femmes prennent plus d'alcool en SPM parce que justement, comme on se sent moins bien, ben là, on tu sais, puis la sérotonine est abaissée, hein, ça aussi, c'est documenté. Fait que puisque la sérotonine est abaissée au niveau du cerveau, ben ça va nous donner envie de prendre des choses qui nous permettent temporairement de l'augmenter, dont les aliments, mais aussi l'alcool. Fait que c'est ça. Malheureusement, c'est tous Fait que ces le facteurs-là. principe un peu de manger ses émotions ou, tu sais, de comme un genre de système de récompense, si on veut, via 100%. l'alimentation pour mieux se sentir. Hey, c'est vraiment intéressant. L'autre mythe ou réalité que je voudrais qu'on déconstruise ensemble, là, c'est, dans la phase de périménopause, ménopause. Fait que, tu sais, la périménopause, c'est les années avant qu'il y ait vraiment un arrêt des règles. Tu sais, théoriquement, la définition médicale de la ménopause, c'est qu'il n'y a pas eu de règles pendant 1 an. Donc les années avant ça, quand on commence à avoir des changements, des dérèglements, des fluctuations hormonales, tu sais, ça peut être un 7 à 10 ans, là, à ma connaissance. On aurait, tu sais, en tout cas, les femmes, là, dans la culture populaire disent qu'il y a un petit ventre qui apparaît comme un petit pneu autour de la taille. Il y a un changement de répartition des graisses corporelles, fait que, tu sais, moins de cuisses, moins de masse musculaire. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est un mythe? Ah, c'est 100% vrai. Encore une fois, dû à la baisse d'estrogène, donc ça va vraiment occasionner une redistribution des graisses qui vont avoir tendance à plus localiser les graisses au niveau de l'abdomen. Une diminution de la masse musculaire, ça, c'est un peu flou dans la littérature dans le sens que, tu sais, est-ce que c'est l'âge? C'est clair que, tu sais, on vieillit aussi, là, rendu là, à périménopause, ménopause. Fait que il y a d'une part, c'est lié à l'âge. Est-ce que c'est accentué un peu par la baisse d'estrogène? On croirait que oui, mais encore un petit flou scientifique par rapport à ça. Donc définition de la masse fait que oui, tu sais, notre corps change, puis on est comme voyons les femmes, elles me disent, je sais pas si tu as déjà entendu ça, mais les femmes me disent: «Je me sens épaisse». On dirait que, tu sais, je sais pas, on dirait qu'ils disent leur corps comme s'il était épais, puis j'étais comme: «C'est-tu de la rétention d'eau?» Tu sais, j'essaie de comprendre, mais Ouais, non, ils épais disent puis mou, là, comme si vraiment il y avait une c'est perte ça. de tonus. Fait qu'une perte de tonus qui est occasionnée justement par peut-être que sur la balance, tu sais, ça s'observait pas parce qu'au final, il y a une diminution de la masse musculaire, puis tu sais, un petit peu plus de tissu adipeux. Fait que oui, il peut y avoir un gain de poids, puis ça peut être localisé au niveau de l'abdomen, même chez des femmes, dans le fond, qui auraient eu par le passé plus tendance à entreposer au niveau, des fesses, puis, des cuisses, par exemple. Puis l'autre chose aussi, comme je disais tantôt, c'est que, tu sais, la baisse d'estrogène va aussi venir avec une augmentation du risque de la résistance à l'insuline. Puis la résistance à l'insuline a aussi cet effet-là d'occasionner une accumulation des graisses qui est un petit peu plus au niveau de l'abdomen. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est comme multifactoriel, mais on le voit vraiment très souvent, là. Puis cette prise-là, tu sais, tu disais en périménopause, c'est 7 à 10 ans avant la ménopause, mais ce qu'on observe au niveau de la littérature, c'est que la prise de poids, ça serait
peut-être plus un genre de, tu sais, 5 ans préménopause, puis qu'elle s'accentuerait dans les 2 dernières années avant l'arrêt final, dans le fond, la ménopause, là. Fait que oui, là, c'est bien documenté. Puis on parle de quasiment, tu sais, il y a des femmes qui peuvent prendre, tu sais, c'est entre 5 à 10 livres là, de prise pondérale, puis principalement au niveau de l'abdomen. Fait que c'est sûr qu'on on peut le sentir là, comme femme. C'est ça, puis je veux juste nuancer parce que, tu sais, tu l'as bien dit, c'est pas clair dans la littérature par rapport à la fonte musculaire, là, mais j'ai vu certaines, études récentes qui disaient que c'était pas mal équivalent à chez l'homme. Fait que, tu sais, oui, il y a une petite diminution, c'est ça, mais c'est comparable. Fait que c'est pas spécifique à la ménopause. Tu sais, c'est le fait d c'est le vieillissement normal, dans le fond, de l'être humain en général, indépendamment du sexe. Fait qu'il y a pas de données claires, là, là-dessus, mais c'est ça, je suis d'accord avec ta réponse aussi. Le dernier mythe ou réalité que je veux qu'on aborde, là, c'est les régimes amaigrissants. Tu sais, c'est beaucoup les femmes, là, qui sont ciblées ou qui se mettent ce standard-là, si on veut, par rapport à la perte de poids. Vous en parlez dans le livre, là, mais moi, j'ai été vraiment comme un peu choquée de voir qu'au final, ça mènerait à des gains pondéraux. Explique-moi ça. Et moi, je le dis tout le temps, je suis convaincue que si on vit dans un monde où on a une épidémie d'obésité, c'est pas parce que les gens ils ont pas de volonté, c'est pas parce que oui, on a un environnement là, clairement qui est déficient, là, beaucoup trop de fast-food, beaucoup trop, puis on prend pas assez de temps de cuisiner, ça c'est clair, là. Mais j'ai vu du monde qui avait de la volonté en tas et qui perdait pas de poids. En fait, c'est que ce qui arrive, c'est que plus que tu fais des diètes à répétition, ce que plusieurs femmes ont fait, plus que tu es en train de coacher ton métabolisme à être performant finalement avec moins de calories possible, tu sais. Fait que là, toi, mettons, t'es comme, dans vingtaine, là, t'es comme, j'ai un petit 5 livres de trop, je vais faire une diète amaigrissante. Fait que là, tu vas coacher, tu t'es comme, 1500 calories, c'est ça que j'ai trouvé sur le web. Mettons que tu consommais 2000, tu tombes à 1500. Ben là, tu sais, puis peut-être qu'en plus, tu augmentes ta pratique d'activité physique. Sur le coup, c'est sûr, ça marche, là. Mais là, toi, dans le fond, ton corps, ce que tu es en train de dire, c'est comme, hey, tu sais quoi? Maintenant, tu vas fonctionner avec 1500 calories, pas 2000. Fait que arrange-toi avec ça. Mais lui, le corps est une machine qui s'adapte à merveille. Fait qu'il va s'arranger avec ça. Mais après, tu recommences à manger normalement, là, puis tu fais pas la folle, là. Tu vas juste manger normalement, puis tu prends du poids. Mais pourquoi? Parce que lui, il était rendu sa coche à 1500 calories. Il s'arrangeait avec ça, là. Il n'a plus besoin de ton petit extra, là. Fait que là, tu reprends un peu de poids tranquillement. Puis là, tu vas refaire une diète. Puis là, tu reprends un peu de poids. Puis toujours comme ça, tu es toujours en train de drainer ton métabolisme vers le bas. Quand on est jeune, on observe quand même, tu sais, on dirait que ça revient plus naturellement. Là, tu sais, le corps, justement, s'adapte, on bouge plus, on est plus en santé de manière générale. Mais en vieillissant, tout ça se cumule. Puis, tu sais, honnêtement, là, je le vois là, en clinique. Là, tu sais, je veux dire, c'est pas rare d'avoir des femmes cinquantaine, soixantaine, que comme ils mangent très peu, tu sais. Puis moi, je fonctionne, tu sais, des fois, les gens sont comme dans le temps, plus le monde disait, est-ce qu'ils disent tout, tu sais, il doit y avoir des éléments qui sont manquants, tu sais. Mais moi, mes clients, ils prennent des photos, là. Je fonctionne avec une application de prise de photos. Fait que, tu sais, on regarde ça, je mets ça en partage d'écran, puis tu sais, il y a clairement des clientes qui mangent, puis tu sais, on le calcule des fois, là, des 1500 justement calories, puis ils perdent zéro, puis là, ils essayent de manger. Moi, j'en ai même des fois qui mangent 1002, puis ils perdent pas une livre, puis ils sont en surpoids, là. Ils sont en surpoids vraiment réel, là. Fait que c'est clairement l'effet des diètes, là, honnêtement. Puis plus que, c'est systématique, là. Plus que les femmes font des diètes, plus qu'on voit que c'est difficile à perdre. Puis les pires, c'est les diètes aux protéines. Quand j'ai une femme qui me dit qu'elle a fait une diète aux protéines, je sais que ça va être un bon défi, là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi le pourcentage de diètes amaigrissantes qui fonctionnent puis qui perdurent dans le temps? Tu sais, ça doit être une infime proportion au final qui perdent du poids, mais qui le maintiennent dans le temps avec un régime amaigrissant. Ben, c'est que ça dépend c'est quoi le régime en tant que tel. Ce qu'on sait, c'est que les diètes ne fonctionnent pas, là. C'est 85 à 90 de reprise de poids après une diète amaigrissante. C'est pour ça que ce qu'on veut, c'est pas faire de diète, c'est changer les comportements, c'est améliorer la structure alimentaire. Tu sais, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'on la perte de poids est impossible parce que là, moi, je vois qu'il y a certaines personnes qui se mettent à dire ça, tu sais, mais en clinique, c'est pas vrai que c'est ça que j'observe. Mais au niveau de la littérature, c'est quasiment ça qu'on observe, honnêtement, avec un 85 à 90 d'échecs. Mais en clinique, c'est pas vrai. Quand on travaille intelligemment, il y a moyen de perdre du poids. Puis encore là, je te dis ça, mais c'est pas chez tout le monde, là. Il y a vraiment des gens qui ont un potentiel de perte de poids qui est drôlement affecté, là. Fait que tu sais, ça dépend vraiment de la diète, ça dépend vraiment puis tu
tu sais, comme on n'aime pas le mot diète, là, comme je te dis, c'est vraiment une structure alimentaire qui est plus adéquate, qui est plus alignée aux besoins, plus de végétaux, plus de protéines. Moi, à chaque fois que j'intègre un changement dans ma clientèle, je pose tout le temps la question, ben, pas à chaque fois que j'intègre un changement, ça serait un peu redondant, mais au final, tu sais, quand on a comme, tu sais, on a trouvé un sweet spot, là, ça va bien, tu sais, elle a la perte de poids, puis à chaque fois, je suis comme, tu sais, ce qu'on fait là, est-ce que toi, tu dois le maintenir pour tes 50 prochaines années ou non? Parce que moi, je fais pas des changements pour 2 mois, là. Si tu me dis après 2 mois, je suis plus capable de ça, là, ben, on le change tout de suite puis on trouve autre chose, là. Parce que faut que ça soit durable, sinon, il va y avoir C'est une ça, si rupture. c'est trop restrictif ou que ça demande un effort, démesuré à la personne, ça c'est ça, ça va pas perdurer dans le temps. Puis j'avais entendu à un moment donné là, que, tu sais, dans un processus de perte de poids, c'était comme 70 l'alimentation, 30 l'activité physique. C'est-tu vrai ça ou c'est encore un mythe? Ben, c'est ce que les gens disent, mais il y a pas de données par rapport à ça, dans le sens que ça dépend vraiment. Tu sais, il y a des gens qui vont rien, tu sais, si tu manges déjà bien, mais tu sais, encore là, si tu manges déjà bien puis que tu fais pas de sport, ben, tu sais, en théorie, si tu manges aligné à tes besoins, tu vas pas nécessairement prendre de poids. Ça dépend vraiment de ce qui est problématique pour toi, là. Moi, je pense que c'est un mix des 2, puis je pense pas vraiment qu'il y a de pourcentage, qu'on peut attribuer à ça. Mais je voulais juste ajouter aussi que, j'ai suivi, au début de ma carrière, dans le fond, j'ai travaillé pour, Isabelle Huot, puis il y avait dans le temps, je me souviens plus du programme, mais il y avait c'est un peu un équivalent du, Biggest Loser, genre, mais, québécois, là. Puis, de par la bande, j'avais été amenée à suivre des gens, dans le fond, qui avaient fait ce programme-là. Puis honnêtement, ben, comme The Biggest Loser, la majorité avaient repris du poids. Puis ceux qui n'avaient pas repris, là, parce que je les ai en tête, là, c'était à la limite non, c'est pas à la limite, c'était un trouble alimentaire, là. Ils étaient rendus, là, qui calculaient tout, qui étaient au gym, 6 fois semaine, tu sais, c'est puis eux autres, tu sais, ces personnes-là qui sont ils se sont tellement fait féliciter pour leur perte de poids, qui ont tellement peur de reprendre, mais tu sais, ils mangent là, presque pas, ils calculent tout et puis ils veulent encore perdre, tu sais, fait que Ça c'est devient pathologique dans cette 100 situation-là. 100 Mmh. Puis, tu sais, faut pas oublier que le poids corporel, c'est pas nécessairement un signe de santé. Tu sais, quand on a un trouble alimentaire, on n'a pas une santé générale qui est bonne, là. Fait Non, c'est que ça. Puis à c'est ça. l'inverse, si on est en surpoids, en objectivement là, en surpoids, mais qu'on mange bien, on fait de l'activité physique, on a des saines habitudes de vie, ben souvent la santé est au rendez-vous là. Souvent, on n'a pas nécessairement d'affectation métabolique, les bilans sanguins vont être beaux, tu sais, dans ce cas-là, justement, ça puis les gens des fois s'inquiètent, tu sais, ils ont un surpoids, puis ils sont comme: «Ah, c'est pour ma santé». Je comprends que c'est pour ta santé, puis effectivement, vaut toujours mieux prévenir que guérir. Mais on dirait que les gens sont plus à l'aise de dire comme qu'ils veulent perdre du poids pour l'apparence. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que tu as bien le droit de perdre du poids pour la raison que tu veux perdre du poids, là. Tu sais, pas obligé d'essayer de me convaincre que c'est pour ta santé. Moi, je m'en fous, là. Genre, ça se peut que tu te trouves plus belle, plus mince, puis tu tellement le droit, là, genre. Fait que, fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, on dirait qu'on justement, on parle c'est tellement rendu tabou la perte de poids que les gens, ils se sentent mal maintenant de vouloir perdre du poids, tu sais, mais ils ont le droit aussi, là. Ça, je pense qu'il faut c'est important de le dire, là. Dans le livre aussi, là, vous parlez du concept, là, d'homéostasie hormonale. Est-ce que tu peux Ouais. m'expliquer c'est quoi? Ben, dans le fond, c'est qu'on parle toujours équilibrer les hormones, tu sais, puis on s'est posé la question, mais en fait, ben, bon, tu sais, pour Manon, c'était vraiment évident, là, que, tu sais, c'est un terme qui fait pas de sens, d'équilibrer ses hormones, parce qu'il y a rien qui est moins en équilibre, finalement, que des hormones. Tu sais, les hormones, c'est comme toujours en fluctuation, c'est comme une danse, là, puis tu sais, ça va bouger, ça va fluctuer, puis c'est ça qu'on veut, tu sais, fait qu'il y a comme pas d'équilibre. Fait que pour nous, le mot homéostasie était beaucoup plus aligné avec une réelle vision, tu sais, des hormones, qui est comme, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le système qui est hormonal soit en santé, fonctionne adéquatement, tu sais, qu'il y ait pas nécessairement de gros bouleversements. Fait que c'est juste, dans le fond, une terminologie qui nous semblait plus alignée avec le concept des hormones que le fameux équilibre hormonal. Fait que dans le fond, tu sais, plus que moins notre système est en homéostasie, effectivement, plus qu'on risque d'avoir des symptômes. Fait que c'est ça, dans le fond, que les gens souhaitent limiter, là, au final. Tu sais, si on parle de ça, c'est parce qu'on veut se sentir bien au quotidien puis limiter les symptômes qui sont associés justement à ces plus grands bouleversements-là. Parce que c'est ça, les hormones ont une interaction avec tous les systèmes du corps. Fait que, Ah tu sais, ouais, c'est comme ça fait partie de la régulation dynamique qui continue, tu sais. Comme tu mmh dis, c'est toujours en train d'être, en mouvement. Fait que je pense que c'est important, c'est ça, de dire qu'on veut pas comme
avoir une valeur cible d'un équilibre ou tu sais, on n'a pas une cible fixe là, en termes d'hormones. Donc, je pense que c'est un concept intéressant que vous avez amené. Tu as parlé plusieurs fois là, de l'insuline depuis le début de notre conversation. C'est quoi le rôle de l'insuline par rapport aux hormones féminines? Ben, en fait, je vais faire le lien direct avec ce que tu viens de dire, c'est que toutes les hormones sont interconnectées, tu sais, puis on a un peu le réflexe de regarder un peu trop dans le micro, tu sais, quand on s'intéresse que ce soit aux hormones ou à n'importe quoi, puis notre système est fait comme ça, puis c'est correct parce qu'on a besoin d'expertise, mais tu sais, on a mal au ventre, on va avoir un gastro, on a des problèmes, cardiaques, on va aller voir un cardiologue, tu sais, on fait que tout est segmenté, mais les hormones, ils s'influencent toutes l'une l'autre comme bien des trucs en santé, finalement, comme le microbiote, justement, qui va influencer bien des aspects de notre santé. Fait que l'insuline, qui est aussi une hormone, on se le rappelle, mais dans le fond, s'il y a des débalancements, puis c'est très fréquent, là, on vit, veut pas dans une société où, justement, il y a beaucoup de problèmes de santé métabolique. Donc, si on a une résistance à l'insuline qui s'installe tranquillement, ben ça crée un débalancement, ça peut créer de l'inflammation. Puis ça, justement, tu sais, tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui crée des débalancements, ben ça va par la bande affecter notre équilibre hormonal. Fait que quand on se questionne par rapport à notre équilibre hormonal, tu sais, souvent, justement, ce que je disais, c'est qu'on va, on va penser à notre progestérone, on va penser à notre estrogène. Mais tu sais, moi, j'aime dire, tu sais, un moment donné, là, faut comme step back, là, puis regarder le big picture. Puis là, ben, on peut se dire, OK, ben, si mes hormones sont débalancées, c'est peut-être pas parce qu'il faudrait que je mange quelque chose qui va stimuler ma progestérone. Tu sais, c'est peut-être parce qu'au final, je suis en train de développer de la résistance à l'insuline parce que mon corps commence à être malade ou du moins à moins bien répondre à ses fonctions normales. Donc, je dois agir sur ça. C'est ça qui va avoir beaucoup plus d'impact que tu sais, tout le micro qu'on peut faire. Oui, le micro, il est important, puis il a sa place, tu sais, mais d'adresser les grands systèmes, ça va être plus efficace au départ que d'y aller dans le micro, finalement. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment une question d'équilibre puis d'inflammation qui va aller, perturber un petit peu, là. Puis comme nutritionniste, est-ce que toi, tu accompagnes des femmes qui ont de la résistance à l'insuline, que ce soit, tu sais, dans un contexte, de syndrome des ovaires polykystiques ou 100. justement en périménopause? Oui, il y a des choses en nutrition que vous pouvez faire. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ai oublié de dire aussi par rapport à ça qu'il y a aussi le fait qu'il y ait une plus grande résistance à l'insuline, ça l'affecte directement, justement, certaines hormones qui vont avoir un impact sur les hormones androgènes, donc justement l'augmentation de la testostérone. Tu sais, on le voit beaucoup justement dans le fameux SOPK. Fait que c'est comme un cercle vicieux, là, tu sais, les hormones masculines augmentent la résistance à l'insuline augmente les hormones masculines. Fait que, tu sais, il y a comme ce double impact-là aussi de l'insuline. Mais oui, évidemment qu'on les accompagne parce que souvent, justement, le SOPK vient avec d'autres problèmes. Tu sais, nous, ils vont arriver dans notre clinique souvent à cause de soit une prise de poids ou une difficulté à perdre, soit de la résistance à l'insuline, justement, qui peut être mal contrôlée ou qui s'accentue, ou un trouble de fertilité aussi qui est quand même bien connu là, chez les personnes qui sont SOPK, là. Puis on a parlé de microbiote plusieurs fois, là, on refera pas le tour de c'est quoi le microbiote, mais je veux qu'on en parle, parce que, il y a l'épisode avec Andréane Martin, là, qui explique Mhm. bien, là, c'est quoi le microbiote. Mais on va aborder c'est sous l'angle des hormones féminines. Entre autres, là, il y a le concept de estrobolome. Je sais pas si je le dis bien. Ah, voilà. Estrobolome, qu'est-ce que c'est? Peux-tu m'expliquer c'est quoi ça? C'est la première fois que j'entendais ce mot-là, honnêtement, en fait, je l'ai lu dans votre livre, là. Fait que c'est la Ouais. première fois que je voyais ce mot-là. J'ai trouvé ça super intéressant. Peux-tu expliquer c'est quoi? Ben, l'estrobolome, dans le fond, c'est, un groupe de bactéries qui ont été identifiées pour avoir un impact, une capacité à métaboliser et excréter, dans le fond, l'estrogène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estrogène, elle va être comme métabolisée au niveau du foie, puis ensuite, elle va se ramasser les métabolites d'estrogène, dans le fond, fait que comme l'estrogène décomposé, il va se ramasser dans nos intestins. Puis là, ben, dépendamment comment ça se passe dans nos intestins, ben, elle peut être excrétée, puis elle peut être réabsorbée. Fait qu'eux, les bactéries vont avoir un rôle là-dedans de à excréter ou réabsorber. Mais ce qu'on comprend, dans le fond, c'est que s'il y a une perturbation au niveau de l'estrobolome, dans le fond, si ces bactéries-là sont plus ou moins présentes, plus ou moins actives, ben ça peut influencer finalement la réabsorption ou l'expression de l'estrogène. Puis ce qu'on sait, en fait, c'est que souvent, en périménopause notamment, tu sais, en périménopause, les femmes vont vivre des symptômes à cause de l'écart entre l'estrogène et la progestérone parce que l'estrogène est sur le party, là, elle est comme up, down,
up-down est comme vraiment incontrôlable. Puis la progestérone est plus basse. Fait que cet écart-là, marqué entre les pics d'estrogène et de progestérone, c'est vraiment ça qui va occasionner le plus de symptômes. Fait que si au final, à cause de l'estrobolome, on a une réabsorption accrue, mettons, des métabolites estrogéniques, mais ça va exacerber nos symptômes, tu sais, versus si justement l'estrobolome est sain, notre microbiote est sain, tu sais, on va peut-être avoir un équilibre qui est plus intéressant. Ça se répercute sur les symptômes, oui, de périménopause, mais aussi ménopause, SPM. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Faut savoir, tout comme la santé hormonale féminine, le microbiote est un monde où la science est très émergente, donc on n'a pas fini d'apprendre par rapport à l'estrobolome. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont se préciser avec le temps, mais c'est quand même, on garde un œil là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, overall, la santé digestive aussi va avoir un impact sur notre équilibre. Tu sais, je le disais tantôt, mais la santé digestive, c'est le siège de l'inflammation. Puis l'inflammation va avoir un rôle sur l'équilibre hormonal aussi. Fait que, tu sais, ça aussi, dans le fond, tantôt, on parlait de la résistance à l'insuline qui est importante à adresser, mais si effectivement, j'ai une cliente qui vit des importantes fluctuations hormonales puis des symptômes associés, mais qui a aussi des symptômes digestifs, bien, ça va être important d'adresser les symptômes digestifs pour prendre ça en charge, puis ça va avoir un impact réel finalement sur le quotidien puis les symptômes, là. C'est intéressant parce que tantôt tu disais, tu sais, c'est très compartimenté encore. J'ai des problèmes, je vais aller chez le gastro-entérologue, tu sais, j'ai des problèmes hormonaux, je vais aller chez la gynéco. Mais là, ce que je me rends compte, c'est que c'est ça, la littérature émergente va voir la personne vraiment plus de façon holistique comme un tout. Fait que je pense que ça va être intéressant parce que, entre autres, comme le microbiote, ben Mhm, vraiment, c'est ça, on se rend compte que de plus en plus, c'est comme si c'était notre deuxième cerveau. mhm. Y le système immunitaire, entre autres, 70 des cellules immunitaires qui sont dans notre microbiote. Fait que je pense qu'on va peut-être changer un peu le paradigme quand on prend en charge une personne, puis on va essayer de la voir plus dans une globalité. Ben, moi, j'ai envie de dire, je pense que la littérature répond aux besoins des professionnels, dans le sens que nous, je pense qu'on est en train de réaliser comme professionnels que Colin, il manque des pièces au casse-tête, là. Genre, clairement, là, on le sait, là. Puis moi, comme je te dis, c'est pas pour rien que j'ai décidé de m'intéresser davantage à la santé hormonale féminine, dans le sens que c'est une pièce manquante au casse-tête, là. On peut pas avoir des résultats escomptés, on peut pas avoir des résultats aussi hauts si on met à l'écart la santé digestive ou la santé, tu sais, la santé hormonale. Il faut vraiment garder la globalité, sinon on va avoir des parcelles de résultats, mais ça va être insatisfaisant. Puis dans le concret, là, mettons, si on veut, là, cibler quelques éléments de notre alimentation qui pourraient être des perturbateurs hormonaux, est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns puis, dire c'est quoi l'impact qu'ils ont? Ben, définitivement, les aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés, de par, leur teneur en additifs, en sucre, par exemple, là, vont vraiment avoir un impact sur les hormones. Moi, c'est vraiment un switch, là, que j'ai fait beaucoup plus grand. Tu sais, j'étais consciente, là, pas que je consommais full d'aliments ultra transformés, mais que je suis encore plus rigoureuse sur ma sélection d'aliments. Un exemple vraiment facile, c'est le pain, là. Tu sais, avant, je consommais, mettons, des pains commerciaux, là. Maintenant, j'achète vraiment plus un pain de boulangerie. Tu sais, j'achète le pain bio de la boulangerie Charlevoix, tu sais, puis c'est qu'il y a pas d'additifs. Tous les pains commerciaux ont des agents de conservation, des additifs alimentaires, puis on le voit, là, ils vont rester bons quand même longtemps, là. Mais les c'est ça, fait que toutes ces additifs-là cumulés, dans le fond, il y a plusieurs additifs alimentaires qui ont clairement été identifiés comme étant des perturbateurs endocriniens. Perturbateur endocrinien, c'est un terme, je pense, qui mérite encore d'être défini parce que il y a encore plein de personnes qui n'ont pas été exposées à ce concept-là. Dans le fond, c'est vraiment des molécules qui se retrouvent partout, là. Tu sais, quand on s'ouvre à ce sujet-là, on peut prendre, on peut prendre 2 minutes, là. Tu sais, ils se retrouvent autant dans l'environnement que dans les aliments, que dans les plastiques, nos produits cosmétiques, c'est vraiment un peu partout, là. Fait que, tu sais, c'est utopique de croire qu'on va complètement, se mettre à l'écart des perturbateurs endocriniens. Puis ces molécules-là, ben, ils démontrent dans le fond un impact ils sont capables d'aller perturber finalement nos hormones en se liant, soit en se liant aux récepteurs, puis en compétitionnant ou en mimant finalement l'action de nos hormones. Fait que c'est pas pour rien aussi si on a de plus en plus de symptômes de périménopause, SPM, si de plus en plus de troubles de fertilité, si les pubertés sont de plus en plus jeunes. Tu sais, il y a quelque chose dans notre environnement qui s'invite dans notre homéostasie hormonale, clairement, et c'est les perturbateurs endocriniens. Donc, les additifs en font partie. Pas tous, là, mais tu sais, il y a plusieurs additifs qui ont été ciblés comme ayant un potentiel de perturbateur endocrinien. Donc, ça. Fait que, tu sais, aliments ultra transformés, puis j'aurais même envie de dire aliments
transformer, tu sais. Il y a quand même, tu sais, je pense que ça prend quand même une petite rigueur de regarder les listes d'ingrédients, là. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire. S'il y a des produits du quotidien on en achète régulièrement, puis on n'a jamais pris le temps de regarder, ça vaut peut-être la peine de le faire. Ensuite, il y a le sucre. Le sucre, à cause de justement son influence sur les glycémies notamment, tu sais, on sait que le sucre peut mener à plus d'inflammation. Puis tu sais, j'ai envie de dire aussi, là, faut pas être freak, là. Moi, je dis toujours comme le sucre qui est pas mauvais pour la santé, c'est l'excès de sucre qui est mauvais pour la santé. Fait que, tu sais, le sucre dans les fruits, c'est bien correct de consommer des fruits. Faut vraiment comme être réaliste par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a un impact. Et notre fameux duo café-alcool qui vont avoir un impact. L'alcool, c'est malheureux, mais l'alcool, c'est toxique pour le corps. L'alcool est géré au niveau du foie, puis le foie, comme je vous disais tout à l'heure, ben, c'est là que les estrogènes sont métabolisés aussi. L'alcool va avoir un impact sur notre sommeil, qui est tellement précieux, tu sais, fait que c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on observe, c'est que moins il y en a, souvent mieux les femmes se sentent. Puis, étrangement, souvent notre corps nous parle, là, dans le sens que c'est pas rare, les femmes à la périménopause, ménopause, qui disent: «Crime, je suis plus capable, moi, 2 verres de vin, puis je suis saoule». Ou bien comme Mmh. j'ai mal à la tête ou j'ai plus de fun, là. Ou bien le lendemain, c'est comme si j'aurais viré une brosse, tu sais. Fait que clairement, l'alcool est à diminuer, tu sais. Encore là, tu sais, l'alcool, ça peut être un plaisir de la vie, une petite coupe de vin, l'idée, c'est de trouver son équilibre là-dedans, là, sans nécessairement tomber dans la restriction puis, tu sais, éliminer tous nos plaisirs. Et le café. Le café, notamment par son effet sur le système nerveux, on le sait, le café, c'est un stimulant, puis stress et homéostasie hormonale, c'est pas des très bons amis, là. Je dirais que s'il y a quelque chose qui a même plus d'impact que l'alimentation, c'est bien le stress, là. Donc le stress va aller, bouleverser notre équilibre hormonal, notamment par la sécrétion de cortisol, puis tu sais, le café, c'est consommer encore une fois un café par jour, souvent c'est pas problématique, mais encore là, tu sais, tant que c'est pas si clair au niveau de la littérature, souvent, je sais pas toi si t'en as entendu, mais moi j'ai plein là de femmes qui m'ont rapporté avoir des effets majeurs positifs à l'arrêt de la caféine là, sur l'équilibre hormonal, tu sais. Fait que c'est pas si clair au niveau de la littérature, tu sais, c'est quand même très, très émergent, mais concrètement, en clinique ou même avec des discussions, tu sais, avec des femmes autour de moi, c'est sûr qu'il y a un impact, là. Clairement, les femmes le voient directement. Fait que moi, je pense définitivement que ça passe par le système nerveux. Tu Donc sais, voilà. c'est social aussi parce que là, tu parles de, caféine, d'alcool. Tu sais, je pense que c'est 2 choses, 2 substances qui ont été vraiment banalisées au niveau sociétal. Tu sais, mettons les drogues, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avertissements ou de précautions qui entourent les drogues Mmh. versus l'alcool. Tu sais, moi, je rentre un peu ça dans la même catégorie, mais socialement, on a vraiment comme banalisé ça. Ah ben, l'alcool, Heu c'est une drogue légale, là, ça, c'est clair, là. Tu sais, ça nous permet de perdre nos capacités, c'est clair, là, c'est une drogue, mais c'est effectivement, c'est C'est une ça, mais tu sais, tous les effets néfastes sur la santé, je pense qu'on n'en a pas parlé, là. Tu sais, mmh, le parallèle, mettons, avec les cigarettes, que là, finalement, ils mettent des avertissements, mmh. sur, tu sais, ils mettent des photos dégueulasses sur les paquets de cigarettes. Est-ce que tu penses que, tu sais, avec ce que tu connais sur les impacts sur la santé de l'alcool, penses qu'on devrait faire un peu des campagnes similaires pour avertir des effets nocifs sur la santé? C'est une bonne question. Je ne pense pas tant, dans le sens que, tu sais, comparativement à la cigarette, c'est que tu sais, oui, tu peux être accro à l'alcool, mais tu sais, il y a quand même moyen de prendre un verre sans qu'il y ait un impact direct autant que la nicotine, par exemple, là, puis la cigarette. C'est sûr que justement les fameuses recommandations d'éduc-alcool, c'est un peu off, là, c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, en 2018, il y a pas beaucoup on dirait que c'est comme passé, 2018 ou 2019, en tout cas, on dirait que c'est comme passé, entre 2 chaises, justement. On n'a pas assez parlé dans les médias probablement pour pas nuire, aux revenus du gouvernement. Mais, il y a vraiment un rapport, c'est pas, le rapport canadien, en tout cas, qui a vraiment remis en question, là, tu sais, tout ce qui est éduc-alcool. Puis eux, c'est comme, à partir de 3 consommations par semaine, tu rentres dans les catégories de risque modéré, tu sais, en lien avec la consommation d'alcool. Mais moi, le rapport, là, je l'ai lu, là. Je trouvais ça tellement fascinant que je me suis tapé le rapport, je l'ai imprimé, je suis passée au travers. Puis, dans le fond, c'est que ce qui change par rapport aussi à Santé Canada, c'est quand on s'intéresse à pourquoi est-ce qu'on passe de
genre 10 pour les femmes puis 15 pour les hommes à 3, c'est qu'ils ont inclus aussi tout ce qui est plus psychologique dans ce rapport-là au niveau du risque, tu sais. Fait que le risque d'accident qui est augmenté, le risque de violence conjugale, le risque, en lien avec la dépression, le taux de suicide, tu sais, qui tu sais, parce que ça peut clairement être une dépendance aussi, l'alcool, là. Fait que quand on rentre tout ça, effectivement, on a un niveau de risque qui est beaucoup plus augmenté au niveau de la santé. Puis évidemment, ça se cumule au reste, là. Fait que, tu sais, les cancers, tout ce genre de choses-là, les pathologies du foie. Mais tu sais, c'est que je suis quand même de celles qui croient et qui aiment croire peut-être parce que j'aime bien prendre une petite coupe de vin, mais que si on prend comme 2 verres le vendredi, 2 verres le samedi, tu sais, somme toute, c'est un plaisir de la vie. Puis, tu sais, j'aime croire que tu sais, c'est une finalité aussi, là, dans le sens que, tu sais, si tu bois justement 3-4 consommations le week-end, puis que tu fais de l'activité physique, tu manges bien, tu sais, tu as des bonnes habitudes de vie overall, j'ai l'impression que le risque, il est, tu sais, quand même léger versus si tu cumules ta consommation d'alcool à de la sédentarité, des mauvaises habitudes alimentaires, et cetera, tu sais, de la cigarette, genre. C'est ça, si tu prends, mettons, 6 bières, mais que tu manges, ton fast-food, 3 C'est fois par ça. semaine en buvant tes 6 bières, ben, tu sais, évidemment, c'est cumulatif comme tu dis. Mmh. Mais tu sais, c'est intéressant parce qu'on a entendu aussi, là, beaucoup le verre de vin, là, pour la santé cardiovasculaire. Tu sais, il y a eu quand même ben, c'est ça, la D'ailleurs, ça vient de la diète méditerranéenne, puis on est rendu à la version 4.0 de la diète méditerranéenne et malheureusement, l'un des changements, c'est qu'ils ont flushé la petite coupe de vin. mais Parce c'est qu'en ça, mais fait, dans l'imaginaire collectif, ouais, ça ça reste reste, tu sais, c'est comme on entend ces parce qu'on messages-là. l'aime, on veut pas s'en départir, Mais un petit oui, vin. c'est ça, ça nous plaît parce que tout le monde aime ça, prendre sa petite coupe de vin. Fait que c'est ça, je pense qu'il faut aussi, tu sais, le but, c'est pas de faire peur aux gens, mais c'est de dire c'est quoi l'impact réel aussi de nos Mmh habitudes de consommation. mh. Mmh. Hem, Là, on parlait de ce qui était plus des perturbateurs. Là, tu parles de la diète, méditerranéenne, qui est le Mmh. mot probablement dans la langue française que j'ai le plus de misère à dire. Écrire, tu l'écris souvent? Non, mais une chance Deux parce épines que méditerranéennes. ouais, c'est ça, j'ai À comme chaque fois, le je suis goût. comme: «Ah, c'est quoi qui est en double? 2 R, 2 N, 2» l'accent, il est là. Hey, je te dis, c'est Ah, c'est ça. Mets tout en triple puis ça va être correct. Fait que, entre autres, la diète méditerranéenne, ça l'a été comme, soutenu. Là, tu parles, on est rendu à la version 4.0 comme étant quelque chose qui est bon pour la santé. Fait que est-ce que tu peux me nommer, là, 3-4 affaires justement, qui peut soutenir notre santé hormonale? ouais, ben, justement, la diète méditerranéenne juste un petit mot sur la diète méditerranéenne parce que j'en parle dans le livre, tu sais, il y a un peu de littérature, là, qui commence à démontrer son impact favorable sur l'équilibre hormonal féminin, mais cela dit, ce qu'on sait, c'est que ça a un impact sur tout ce que je te parlais tantôt, tu sais, fait que la santé métabolique, la santé digestive, fait que de par la bande, tu sais, c'est sûr, ça a un impact positif sur la santé hormonale féminine. Fait que si j'aurais des tops, là, tu sais, top aliments à intégrer au menu pour, prendre soin de son équilibre hormonal, j'ai dit équilibre, de son homéostasie hormonale, ça serait, ben, définitivement les produits de soya qui sont ultra controversés. Moi, j'avais l'impression dernièrement qu'on avait fait le tour du topo puis que tout le monde savait que le soya, finalement, c'était bon, mais clairement pas parce qu'en clinique, j'ai encore beaucoup de questions par rapport à ça, tu sais. Le soya, c'est un phytoestrogène, donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a le potentiel justement d'aller agir un peu comme nos hormones. Pendant des années, il a été comme même les personnes qui étaient à risque de cancer hormonodépendant, tu sais, on en avait un peu peur. Ce qu'on a appris, la nuance qu'on a appris au final, au niveau de la littérature, c'est que dans le fond, c'est un modulateur estrogénique et ça, c'est comme c'est fascinant, là, c'est trop hot qu'on ait ça dans les aliments, tu sais. Ce que ça fait, c'est que, dans le fond, si ton taux d'estrogène il est bas, ben, il va aller se lier à ton récepteur hormonal pour permettre d'augmenter les taux d'estrogène. Puis à l'inverse, si tes taux d'estrogène sont élevés, il va agir à la baisse pour aller aussi diminuer ton niveau d'estrogène. Il va aller agir comme compétiteur, tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Les produits du soya, donc on a les fèves d'amande, le tofu, la PVT, les boissons de soya. Puis il y a les graines de lin aussi qui ont un peu le même effet, de par leur teneur en lignane. La lignane qui est un autre phytoestrogène qui agit un peu de la même manière. Puis tu sais, si on s'intéresse aux aliments qui contiennent la lignane, là, tu sais, les graines de lin, c'est genre 1000 fois le plus élevé la teneur en lignane que d'autres aliments par la suite. Fait qu'une à deux cuillères à soupe de graines de lin par jour, ça peut avoir un impact positif. Ensuite, Je vais juste interrompre. Est-ce qu'on peut en consommer trop? Fait que quelqu'un qui entend ça puis qui se dit: «Moi, je suis en périménopause, je sens que mes estrogènes, ils me jouent des tours, je décide de mettre du tofu, dans tous mes repas». Est-ce qu'il y a comme un seuil où que c'est tu sais, qu'on excède les recommandations ou non? la réponse est non. Puis sais-tu pourquoi?
sais-tu pourquoi je te réponds avec autant de confiance? Ouais, vas-y. Parce que les Asiatiques, ils en consomment à peu près 20 fois plus que nous, puis de manière générale, sont plus en santé aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, là, mais tu sais, on en consomme encore très peu au Canada comparativement à ce que les Asiatiques consomment. Tu sais, fait que vraiment, on peut C'est vraiment ça, puis tu sais, si ça remplace mettons que notre protéine dans un repas, c'est le tofu, ça remplace la viande rouge, ben, tu sais, on sait qu'il y a quand même plusieurs données qui soutiennent que la viande rouge, c'est c'est ça. pas super bon pour tout ce qui est inflammation, santé cardiovasculaire. Donc je Mmh. me dis si ça amène des changements positifs, ben, pourquoi pas? Exactement, exactement, ouais. Ensuite, on pourrait peut-être parler des crucifères. Fait que les crucifères, dans le fond, ils contiennent du DIM. J'aime le dire DIM, là, c'est un nom plus long, là, dans le fond, mais l'acronyme, c'est DIM. Dans le fond, qui va vraiment aider à la métabolisation des estrogènes au niveau du foie. Cela dit, il y a pas encore assez de données par rapport aux concentrations qu'on a de besoin et tout pour aller supporter scientifiquement la prise d'un supplément de DIM, quoi qu'il y en a sur le marché. Le DIM, c'est vraiment une molécule qu'on trouve naturellement dans tout ce qui est crucifère, fait que chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, le chou, régulier, chou kale, et cetera. Là, la question, c'est est-ce qu'il y en a assez dans les aliments pour avoir un impact? On n'est pas certain. Pour cette raison-là, dans le fond, moi, j'aime bien recommander les pousses de brocoli parce que, dans le fond, on sait que les pousses, les jeunes pousses, de manière générale, c'est comme des condensés de nutriments. Tu sais. Il y a une étude qui a démontré qu'il y a certaines jeunes pousses qui vont avoir jusqu'à 68 fois la concentration en nutriments de leur homologue mature. Fait que, dans le fond, mettons, une pousse de brocoli pourrait être jusqu'à 68 fois plus concentrée en nutriments que le brocoli lui-même. Fait que c'est vraiment hot. Fait que je me dis, à mi-chemin entre les deux, on n'a pas assez d'études pour le supplément, mais on sait que la molécule est intéressante. On n'est pas sûr qu'on en a assez dans les crucifères. Ben, les pousses, c'est extraordinaire. Puis de Plus c'est bon, c'est c'est coloré, tu tellement sais, c'est le facile fun. à ajouter au menu, tu sais, puis moi, à chaque fois que je suis comme: «Hey, genre», tu fais quelque chose de bien simple, ultra simple, tu garoches des pouces là-dessus, tu te sens au resto. C'est tellement C'est vrai, ben oui. fait que puis c'est ça, c'est une recommandation qui est super simple. Fait que les jeunes pousses, de manière générale, de brocoli, un petit peu plus pour aller chercher le DIM potentiellement. Les poissons gras, donc pour les fameux oméga 3 pour l'effet sur l'inflammation, le système digestif, mais tu sais, c'est all over the place, là, les oméga 3 c'est la santé cognitive, c'est l'humeur, tu sais, full important. Puis des fois, les gens comprennent pas la distinction entre, oui, il y a des oméga 3 dans d'autres aliments, comme la graine de chia, par exemple, mais tu sais, les oméga 3 de source marine, qui sont les EPA-DHA, c'est eux qui sont vraiment les plus étudiés puis qui sont les plus pertinents en termes de santé. Puis si on consomme pas environ 3 portions de poisson gras par semaine, on comble pas nos besoins, là. Fait que, tu sais, c'est quand même, Mais ça, c'est la majorité des gens, tu c'est sais, clairement on la se mettra majorité. pas la tête dans le sable. Donc est-ce que tout le monde devrait prendre des suppléments d'oméga 3? C'est une bonne question. Probablement que j'ai des collègues qui te répondraient non, mais moi, je consomme beaucoup de poissons puis je prends des suppléments d'oméga 3. C'est que quand on s'intéresse au sujet, tu sais, nous, à l'école, là, on nous disait 1 à 2 portions de poisson par semaine, gras par semaine, tu sais, mais dans le fond, au Canada, nos recommandations, c'est 500 milligrammes par jour en moyenne. Fait que, tu sais, si tu consommes une grosse portion dans la semaine, tu répartis ça sur 7 jours, ça fait ça, mettons. Mais à l'international, dans le fond, aux États-Unis puis en Europe, ben, eux sont à 1 gramme par jour. Puis ce qu'on observe souvent, c'est qu'effectivement, il y a des bienfaits, comme au niveau, tu sais, l'humeur, dépression, tu sais, que des fois, on peut avoir des pour aller chercher ce que j'appelle le dosage thérapeutique. Tu sais, des fois, c'est un petit peu plus important que le 500 milligrammes qui est recommandé, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression, c'est tellement favorable, puis il y a pas tant de méfaits, tu sais, à en prendre un petit peu plus. J'irai pas avec des méga doses non plus, là, mais tu sais, moi, j'en prends quotidiennement, surtout à ce temps-ci de l'année, mois de novembre, où la petite dépression saisonnière, ça pointe le bout du nez, là. Ouais, c'est Je ça. pense que ça peut être pertinent, ouais. Puis, si je peux terminer peut-être avec un autre, aliment ou peut-être truc à mettre en valeur, j'ai envie de dire les fameuses protéines, là. Les protéines, tu sais, on en parle beaucoup, là, c'est rendu tendance, les protéines. Mais puis précision aussi. Attention, oui, les protéines, c'est hot, là, mais les protéines, il y en a dans l'alimentation. Tu sais, moi, je pense que la tendance des aliments ultra transformés protéinés, ça, c'est pas une bonne idée, là. Tu sais, d'aller chercher des barres tendres protéinées, d'aller chercher des chips protéinés, des biscuits protéinés. C'est comme, OK, c'est protéiné, mais genre, à part d'être protéiné, c'est quoi le reste de la scrap que tu achètes? Tu sais, genre, les céréales Vector, là, qui sont sur le marché depuis longtemps, là, mais tu sais, oui, il y a de la protéine, mais au
final, c'est de la scrap ultra transformée dans lequel on te rajoute de la protéine, tu sais. C'est que oui, la protéine, mais pas à n'importe quel coût, là, ou n'importe quel choix, tu sais. Avec des protéines non transformées. Les potes de protéines, ça peut faire aussi, là, c'est des excellentes dépanneurs, là. Mais selon moi, tu sais, ça justement, tu sais, des fois, j'ai des clientes qui commencent systématiquement leur journée avec une poudre de protéines. Pour moi, c'est pas nécessaire, là. C'est comme il y a d'autres choix, là. Puis, en termes de recommandations chez la femme, c'est quoi le nombre de protéines qu'on devrait consommer par jour? Ben ça dépend, c'est quoi ta référence? Si tu te fais aux grandes instances de santé, dans le fond, la recommandation, c'est 0,8 grammes par kilogramme de poids corporel. On sait que ça comble tes besoins. Moi, c'est ça que j'aime dire, ça comble des besoins. Ce que ça veut dire, c'est que ton corps va pas dégrader tes protéines musculaires pour aller chercher des acides aminés dont il y aurait besoin pour une autre fonction. Mais c'est selon moi, le strict minimum, dans le sens que c'est pas parce que tes besoins sont comblés que c'est optimal. Ce qu'on sait, c'est que ça devient optimal, justement, quand tu en as plus. Ça te permet de mieux gérer ta satiété, ça permet de limiter les fluctuations glycémiques, tu sais, ça permet d'avoir une énergie qui est plus stable. Fait que pour cette raison, moi, depuis, plusieurs années, je recommande à mes clientes 1,5 grammes par kilogramme de poids corporel. Je trouve qu'on a un sweet spot. Puis justement, c'est ça qu'on voulait parler dans le livre parce que Manon me disait: «Ah, à la périménopause, les besoins en protéines des femmes sont augmentés, tu sais, selon la Société canadienne, de ménopause, on devrait, monter à 1,2 grammes par kilogramme de poids corporel». Je suis comme: «OK, oui, théoriquement, c'est vrai». Mais dans le fond, pratiquement, en clinique, la fille elle va avoir 28 ans, puis je vais déjà lui dire 1,5, tu sais. Fait qu'au final, je vais pas monter à 3 grammes, par kilogramme la femme en périménopause. On va être encore à 1,5 puis ça va être suffisant, ça va être, bien correct, là. Puis est-ce qu'on peut faire une nuance? Parce qu'au début, tu disais, tu sais, moi, si j'ai une cliente qui m'arrive puis qu'elle me dit qu'elle a fait un régime ou une diète amaigrissante protéinée, là, tu sais, dans le Ouais. fond, fait que là, juste pour qu'on comprenne, c'est quoi la nuance entre, Ben, dans c'est quelle proportion c'est un problème ou pas, là? ultra protéiné, dans le sens que les régimes aux protéines, c'est comme ils vont prendre des shakes de protéines. Il y a juste la protéine, tu sais. À 1,5 grammes par kilogramme de poids corporel, là, tu encore le quart de ton assiette en féculents, puis tu as encore des légumes, tu pas dans les shakes de protéines, puis juste de la protéine, tu sais. Exactement, c'est ça. Fait qu'il y a une Une nuance à diète aux faire, là. protéines, tu dois être à peu près à ça, à 3 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Là, c'est too much, là. Puis le problème de ça, les gens, des fois, sont comme, ben, on peut-tu manger trop de protéines, tu sais? Ça, à un moment donné, on s'est inquiété avec l'arrivée des suppléments, tu sais, y a-t-il un effet sur le rein, puis tout. On sait que non. Moi, ce que je dis à mes clientes, c'est que si tu manges trop de protéines, inévitablement, mais ça prend la place d'autres choses. Fait que qu'est-ce que t'as pas, dans le fond, dans ton assiette? Si tu as juste des protéines, ben, tu peut-être pas de grains entiers, tu peut-être pas de bons gras, tu peut-être pas assez de légumes, tu sais, c'est que ça prend trop de place Des au final. fibres, tu sais, C'est on sait que ça, les fibres, c'est important, fait que exactement. Fait c'est que ça. c'est ça. C'est pour ça qu'à 1,5, moi, je trouve qu'on a un équilibre qui fait beaucoup de sens. OK, parfait. La dernière chose que je veux qu'on parle, là, vous en avez parlé dans le livre. Moi, j'en entends parler aussi par rapport, tu sais, à la performance sportive, chez nos adolescentes, entre autres, là. C'est le LEA, fait que je sais pas s'il faut dire Léa, Ben, moi, je dis puis là. le REDS, fait que RED-S. C'est quoi ces 2 concepts-là? Puis c'est quoi les impacts potentiels sur la santé de la femme? Ouais, mais dans le fond, ces 2 concepts-là, dans le fond, c'est similairement la même chose, là. C'est-à-dire que c'est quand notre dépense énergétique va être vraiment plus élevée que nos apports. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait des diètes amaigrissantes, mais c'est un peu ça qu'on vient créer, ce genre de déséquilibre-là, en fait. La spécificité entre le Léa puis le RED, c'est que le RED s'applique vraiment plus aux athlètes. Donc, puis là, à ce moment-là, le RED aussi, c'est souvent, on va avoir perdu complètement le cycle menstruel. Puis là, ben, ça va affecter justement, la densité minérale osseuse, là, fait que ça va affecter nos os. Puis dans le fond, c'est important de comprendre, il y a docteur, Sylvie Demers qui, elle, dit quand même très pertinent que selon elle, l'ostéoporose, justement, c'est pas une maladie, ça a rien à ben, pas ça a rien à voir, là, le calcium, la vitamine D, c'est impliqué, mais tu sais, selon elle, l'ostéoporose, c'est une maladie hormonale. C'est-à-dire que justement, quand nos hormones féminines foutent le camp, ben ça l'affecte automatiquement notre densité minérale osseuse, puis on le voit avec le REDS, là. Donc les femmes, justement, qui en demandent trop à leur corps, puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que la raison pour laquelle on a un cycle, là, dans le fond, la raison de base, là, c'est pour avoir des bébés. C'est à ça que ça sert. Puis si justement,
t'en demandes trop à ton corps, tu as une dépense énergétique qui est super élevée, tu te donnes à côté dans le sport puis tu manges très peu, mais là, ton corps te dit: «Hey, wow, man, genre, tu exagères, là, comme clairement, je suis dans un environnement qui ne me permet pas d'avoir un enfant parce que je suis même pas capable de subvenir à mes propres besoins». Donc là, on arrête les règles, puis là, justement, ben ça a des impacts. Mais tu sais, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est réalimenter le corps puis retrouver un certain équilibre par rapport à ça. Le Léa, c'est comme la forme un petit peu plus soft, là, tu sais, dans le fond, laquelle certainement on a un déséquilibre, mais on n'est pas rendu à l'arrêt des règles puis à l'impact sur la densité minérale osseuse. Puis je me permets de faire le pont vers un sujet qui est extrêmement controversé, puis on va avoir un épisode de balado par rapport à ça, mais c'est la fameuse prise d'anovulants. Tu sais, là, il y a certaines personnes qui vont diaboliser à tout prix les anovulants. Tu sais, je pense qu'il faut avoir vraiment un discours qui est nuancé par rapport à ça. Là. Il y a certaines personnes pour qui les anovulants sont très adéquats. Là. C'est pas la fin du monde, un anovulant. Là. Par contre, un des risques, tu sais, tout a des risques dans la vie. Là. Fait que c'est pas parce que c'est un risque qu'il faut le diaboliser. Message important. Un des risques, c'est qu'on voit pas ces choses-là. Quand on a des perturbations au niveau de notre cycle, que ce soit l'arrêt des règles ou même, tu sais, nos cycles commencent à se débalancer, les SPM sont plus forts, c'est notre corps qui nous parle, c'est des messages que notre corps nous envoie. Si on est sur les anovulants, on ne le saura pas qu'on n'aura plus de règles. Là. C'est d'ailleurs arrivé à une de mes collègues, tu sais, puis à un moment donné, je me souviens pas, je pense qu'elle l'a su à cause d'une blessure. Puis à cause de la blessure, justement, ils ont réalisé que la densité minérale osseuse était basse. Puis après ça, ils se sont questionnés sur les règles parce que c'était une grande sportive, tu sais. Puis pourtant, la fille, elle est nutritionniste, fait qu'elle mangeait bien, là, selon elle, suffisamment, mais clairement pas assez, tu sais. Fait que Ouais, ça peut masquer certains symptômes, ça peut effectivement, quand on n'a plus le cycle naturel, menstruel, là. Puis, tu sais, tu parles de densité minérale osseuse, entre autres, tu sais, justement, là, les personnes qui ont des troubles alimentaires, ça va être une des choses qu'on va voir, fait qu'ils ben vont oui. perdre de la densité minérale. Mmh. Puis, tu sais, tu parles de docteur Demers, là, je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans ce qu'elle dit, mais c'est quand même Ouais, une personne un peu c'est très controversée. Fait que je controversé. pense qu'il faut nuancer parce qu'elle, elle est à fond dans les hormones. Je pense qu'il y a certaines choses qu'elle prône comme qui sont soutenues par la littérature, mais il y a beaucoup de choses qu'elle prône aussi qui sont émergentes, là, que c'est des études, qui sont, tu sais, des phases 1, phase 2 d'essais cliniques. Mmh Fait que mh. je pense que ça vaut la peine qu'on nuance, mais effectivement, docteur Demers, elle a plein de bonnes choses à dire sur la santé hormonale et entre autres l'ostéoporose. Mmh. Je pense pas que c'est un consensus, par exemple, de dire que l'ostéoporose, c'est Bon, une c'est maladie pour ça que je l'ai hormonale dit pure. selon le docteur Demers, dans le Oui, sens c'est que ça, c'est correct. je vais pas reprendre ses propos parce qu'on n'est pas sûr, mais tu sais, ça amène quand même une réflexion, je pense, par Oui, rapport au sujet, d'où oui, l'importance du lien hormone-ostéoporose, tu sais. oui. Puis, tu sais, c'est de là l'importance de voir ça sur un angle plus large, tu sais, parce que là, on commence à se questionner sur différents aspects. Fait que, tu sais, là, on a parlé de santé digestive, microbiote, santé, métabolique avec l'insuline, Mmh. la densité minérale osseuse. Fait qu'on se rend compte que les hormones féminines, finalement, tu sais, ils ont un impact sur tous les systèmes du corps féminin, 100%. puis sur la santé, la qualité de vie. Effectivement, si on a une fracture ostéoporotique, ben notre qualité de vie, elle est affectée. Mmh. Donc, je pense que c'est très important de voir ça, tu sais, de façon plus globale. Mais c'est ça, tu as raison, là, tu sais, il y a vraiment de la littérature émergente aussi sur plein de sujets. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça dans les prochaines années. Mmh. En conclusion, est-ce que tu as un message ou quelque chose, là, vraiment que tu voudrais véhiculer par rapport, au soutien hormonal féminin et l'alimentation? Ben, ce que j'aimerais dire, dans le fond, c'est intéressez-vous au sujet, puis vous tu sais, souvent quand on parle hormones, les gens entendent ménopause. Tu sais, moi, quand on a sorti le livre «Hormones et alimentation», puis pourtant, moi puis Manon, on dit qu'on s'adresse aux femmes qui ont un cycle, là, tu sais, c'est pertinent aussi à la ménopause, mais comme bien avant la ménopause, tu sais. Fait que j'ai l'impression que les femmes, puis un peu dans tout, là, en fait, on commence à s'intéresser au sujet quand on commence à avoir des symptômes, puis là, on est comme: «Ah, peut-être mon mes hormones, ça serait le fun que je m'y intéresse», mais comme dans tout, encore une fois, ce qui est le plus efficace, c'est la prévention. Fait que si vous apprenez à comprendre votre corps, vos hormones, votre cycle, trackez-le, là. Tu sais, moi, j'ai commencé à tracker mon cycle. Honnêtement, là, je suis comme tout le monde, là. Je connaissais rien de mon cycle. Je le trackais pas. Tu sais, je dis comme tout le monde, de plus en plus, on a de la littératie par rapport à ça. Mais tu sais, c'est pertinent. Plus qu'on le track, plus qu'on se comprend, plus qu'on est capable d'être proactif, de prendre des bonnes décisions, de s'aligner avec les besoins de notre corps. Fait que je pense que c'est quelque chose que, effectivement, tu sais, avant, c'était super tabou de parler de cycle menstruel. Là, dans les dernières années, tu sais, il y a eu l'automéno, il y a eu vraiment des femmes qui ont pris la parole, mais beaucoup vont parler de ménopause.
Moi, j'ai envie qu'on parle d'hormones avant la ménopause, tu sais, toutes les femmes, à partir de la puberté, ils ont un cycle, puis toutes les femmes vont vivre avec leurs hormones jusqu'à justement la ménopause, là. Fait que C'est ça, puis j'ai envie qu'on parle de santé hormonale, tu sais, qu'on parle pas juste des ouais, problèmes c'est ça, exactement. ou des débalancements, c'est ça, fait que, tu sais, de dire, ben, c'est normal d'avoir des menstruations, puis, tu sais, d'apprendre à connaître justement de donner le pouvoir de l'éducation aux femmes. Je pense que c'est vraiment ça l'important, là, Puis au juste moment où on est rendu. juste mentionner aussi justement que tu sais, faut aussi accepter qu'il y a une normalité à ces fluctuations-là, puis à des certains symptômes, tu sais. Des fois, on est tellement dans une société de performance qu'on veut tellement pas se sentir moins productif, puis on veut tellement pas avoir de moins bonnes journées, mais tu sais, effectivement, de faire tous les changements alimentaires du monde ou bien même de prendre l'hormonothérapie, tu sais, ça va pas nécessairement faire en sorte que, tu sais, pas de fatigue avant tes SPM. Tu sais, il y a des choses qui sont normales, qu'il faut juste apprendre à vivre avec plutôt que de toujours essayer de combattre. Puis il y a des choses qui sont pas normales, tu sais, justement, on a un épisode de balado, là, hormones et alimentation sur qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui l'est pas. Tu sais, quand est-ce qu'est-ce que je devrais consulter? Fait que des fois, juste d'accepter qu'on a des phases où on va peut-être être plus calme, avoir besoin d'un petit peu plus de repos, ben, tu sais, ça l'aide aussi, là. C'est ça, puis l'expérience de chaque femme va être vraiment individuelle. Fait que, tu sais, oui, il y a certains concepts qu'on peut généraliser, mais faut se dire aussi qu'en apprenant à tracker notre propre cycle, ben, on va savoir, nous, comment on se sent dans certaines phases. Puis c'est tu sais, cette expérience-là individuelle, elle est vraiment importante aussi. 100%. Fait que j'en profite là pour remontrer ton livre, vraiment, tu une super source d'informations. C'est très bien expliqué, fait que je pense que c'est un bon point de départ pour les gens qui voudraient là, mieux connaître leurs hormones. Puis, si on veut te consulter, parce que tu dis que tu fais la téléconsultation, puis ton équipe aussi, à quel endroit on peut vous trouver? Sur Instagram ou sur mon site web, c'est vraiment les places où je suis le plus active. Fait que Instagram, Van Baramba, nutritionniste, puis mon site web, c'est vdnutrition.com. Parfait. Puis le podcast, juste pour, le repol C'est c'est hormones et alimentation, le balado. parfait. Bien, merci vraiment, Vanessa, c'était super intéressant. Ça me fait Merci de plaisir. ton temps et de ta générosité. Merci, bye bye.